Bonjour et bienvenue dans ce 4e cours d'hypnologie consacré au processus prédictif. Aujourd'hui, on va rassembler tout ce qu'on a vu dans les 3 premiers cours, on va synthétiser tout ce qu'on a vu dans les 3 premiers cours, on va clarifier quelques points qui restent encore en suspens et puis voir ce que cette théorie des processus prédictifs apporte à la fois pour notre pratique de l'hypnose et notre pratique de l'accompagnement. Prévieusement dans hypnologie. Ce qu'on a vu dans les 3 cours précédents, quelque part, c'est que notre perception, ou plutôt nos représentations internes, nos modèles internes, sont construits à partir de nos données sensorielles et de nos attentes. Et c'est en cela que l'on peut dire que la théorie des processus prédictifs est une théorie constructiviste de la perception. Alors, je vais vous proposer une petite métaphore pour comprendre bien cette théorie des processus prédictifs. C'est un peu comme un juge ou un jury qui essaye de faire la lumière sur une affaire. Et ce juge, ce jury, va pouvoir se référer à la fois aux suspicions du procureur qui est à droite, qui représente les attentes, qui est bien en rouge à droite, et aussi se référer aux preuves qu'apporte l'expert, que j'ai représenté en bleu à gauche, et qui représente les données sensorielles. Alors, la perception, construction entre données sensorielles et attentes, pourquoi ça nous intéresse particulièrement dans notre pratique de l'hypnose? Eh bien, ça nous intéresse particulièrement parce qu'en tant qu'hypnotiseur facétieux, on va pouvoir utiliser nos techniques d'induction pour créer de nouvelles preuves, de nouvelles données sensorielles, et également utiliser notre suggestion pour influencer, pour créer des attentes, pour créer de nouvelles suspicions qui vont également pouvoir contribuer à la perception. Prenons un exemple pour voir de quoi il s'agit concrètement. Vous avez à gauche des données sensorielles, une petite photo d'une installation dans un musée. Il s'agit d'une installation plutôt simple, c'est un carré de métal suspendu au plafond. Okay. À droite, vous avez les attentes, les modèles internes, avec un simple carré noir qui représente donc cette installation. L'avantage des attentes, c'est qu'elles peuvent prédire les données sensorielles qui vont se présenter dans différents scénarios. Par exemple, si je veux contourner cette installation par la gauche, je m'attends à voir cette sculpture, ce cadre métallique sous différents angles, et je prédis que je vais observer donc le carré sous différents angles jusqu'à arriver de l'autre côté, où je verrai également un carré. Très simple, plutôt intuitif. Alors faisons l'expérience, contournons cette sculpture par la gauche, et voyons ce qui se passe. Et vous voyez que ça ne correspond pas très bien à ce qu'on avait anticipé, ça ne correspond pas bien à nos attentes, au point que, arrivé complètement de l'autre côté, ce n'est pas un carré que nous observons, c'est un rond. Dans ce cas-là, nos données sensorielles s'opposent brutalement à nos attentes, il y a une erreur de prédiction, et donc il va falloir corriger nos attentes, corriger nos modèles internes, corriger nos représentations de cette sculpture avec nos représentations en 3D plus complexes que ce qu'on avait imaginé au départ. C'est un processus qu'on appelle un processus ascendant, un processus bottom-up, et c'est le cœur de ce qu'on a vu au cours 2. Les données sensorielles pilotent, dirigent, conditionnent notre perception. Mais on a vu au cours 3 que ce n'est pas la seule possibilité qui existe. Par exemple, dans cette image-là que vous voyez à gauche, selon à quoi on s'attend, on va pouvoir voir des choses différentes. Par exemple, si on s'attend à voir un visage d'une vieille femme, que vous pouvez voir ici, voilà, qui est de profil, avec un menton un peu crochu, une verrue sur le nez, qui regarde légèrement vers le bas à gauche. Vous voyez son visage ici. Si on s'attend à voir le visage d'une vieille femme, on voit le visage d'une vieille femme, et les données sensorielles sont complètement en accord avec cette interprétation-là. Elles sont en accord, et donc notre perception, ce sera celle d'un visage de vieille femme. Alors que si on s'attend à voir le visage d'une jeune femme, qui a un collier, qui détourne le regard de là où on se trouve, vous voyez, avec ce regard-là, ce visage-là, je veux dire. Donc un collier, on voit son oreille, on voit son nez et le visage qui est détourné de nous. Dans ce cas-là, on va également percevoir le visage d'une jeune femme. Et les données sensorielles vont totalement valider cette interprétation-là, ce qui fait que selon nos attentes, on ne va pas voir la même chose. Notre perception va être principalement dirigée par nos attentes. C'est un mouvement qu'on appelle top-down, un mouvement descendant, où les attentes viennent diriger, déterminer, conditionner la perception. Donc 2 cas, un cas où les données sensorielles viennent piloter notre perception, qui est peut-être le cas le plus intuitif, celui qu'on a le premier en tête quand on pense à de la perception, quelque chose qui est indexé sur les données sensorielles. Mais également un deuxième cas où, selon à quoi on s'attend,
on va voir des choses différentes. Mais l'influence top-down, l'influence descendante, va beaucoup plus loin que ça. Imaginez que je rentre dans un restaurant et puis le temps qu'on m'installe à table, je vois un petit feu, je l'entends crépiter et puis comme il fait un peu froid en ce moment, j'avance les mains vers ce feu et puis je sens la douce chaleur des flammes. Jusqu'au moment où je réalise que, bien, en fait, non, il s'agissait d'un feu sur télévision avec le bruitage du craquement du feu, mais il ne s'agissait pas d'un vrai feu. En fait, la télé est relativement froide. J'ai halluciné une sensation de chaleur. C'est quelque chose qui nous arrive dans la vie de tous les jours, des moments où on se trompe sur notre propre perception. Et dans ce cas-là, eh bien, nos données sensorielles, nos capteurs thermiques au niveau de la peau ne sentaient pas de chaleur. Et pourtant, notre attente de sentir la chaleur des flammes eh bien, a complètement mis de côté les données sensorielles et les attentes se sont imposées à notre perception. C'est un cas qui est un peu plus complexe, c'est un cas que l'on peut représenter un peu comme si le juge donnait son verdict sur la perception malgré les preuves qui vont à l'encontre de l'accusation. C'est un peu comme si le juge ignorait les preuves, ignorait les données sensorielles et statuait uniquement sur base des suspicions, sur base des attentes. Alors reprenons ce schéma, vous voyez c'est simplement le même schéma, les données sensorielles ont été mises en bas, les attentes en haut, c'est le schéma classique qu'on a vu dans les cours précédents, avec donc les données sensorielles qui rencontrent nos attentes qui ont été produites par les modèles internes, par les représentations internes. On a l'induction qui est finalement un processus qui vient produire des données sensorielles, la suggestion qui vient amorcer, charger des représentations internes, des modèles internes, ce qui va créer des attentes qui vont organiser les données sensorielles. Et puis la rencontre entre les attentes et les données sensorielles viennent maintenir ou corriger les modèles internes. Ce qu'il y a à gauche, à la fois la production de données sensorielles et puis le fait que la rencontre entre données sensorielles et attentes maintienne ou corrige le modèle interne, c'est un mouvement ascendant. Ce qui est à droite, ce qui vient des suggestions et qui vient amorcer des attentes et qui vient influencer la perception, tout ça, c'est un processus top-down. Alors, au menu aujourd'hui, on va d'abord voir comment s'équilibrent ces deux processus, ces processus ascendants et descendants, avant de voir que ce mécanisme d'équilibrage lui-même, eh bien, il est au cœur de ce qu'on vient manipuler avec l'hypnose. Et puis, dans la partie suivante, je vous montrerai quelques exemples d'application à l'accompagnement. La question qui va donc nous intéresser ici, c'est pourquoi les suggestions tiennent-elles, pourquoi prennent-elles en dépit des faits, en dépit des données sensorielles? Pourquoi quand on suggère une hallucination ou des sensations qui n'existent pas dans les sens, eh bien cette suggestion peut-elle prendre? La question que se pose le juge, la question qui occupe la perception pour arriver à être déterminée, à trancher, eh bien c'est, au vu des données sensorielles, quelles sont les chances que les attentes soient correctes? C'est vraiment la question qui va piloter la perception, qui va déterminer ce qui va être perçu. Et on va décliner cette question en trois sous-questions, trois questions qui vont nous permettre d'avoir une compréhension plus intuitive de la façon dont la perception est déterminée. La première version est la version la plus simple, c'est est-ce que les données sensorielles correspondent aux attentes? Et si c'est le cas, eh bien, fin de la discussion. Si les attentes et les données sensorielles sont raccords, si elles se confirment l'une l'autre, la perception est relativement évidente, eh bien, on va maintenir les modèles internes, tout va bien. Et si les données sensorielles et les attentes ne correspondent pas, on va passer à une question un peu plus complète, dans laquelle on va se demander, ok, qui est le plus digne de confiance? Est-ce qu'on va faire confiance aux données sensorielles ou est-ce qu'on va faire confiance aux attentes pour déterminer la perception? Eh bien, pour répondre à cette question, il va falloir évaluer la qualité des données sensorielles et la qualité des attentes. Alors, qu'entend-on par là? Qu'est-ce qu'une donnée sensorielle de qualité? Pourquoi est-ce que les données sensorielles ne seraient pas dignes de confiance ou seraient de mauvaise qualité? Difficile à se représenter, n'est-ce pas? Eh bien, la plupart du temps, on s'imagine que ce que vous voyez là, ce sont les données sensorielles. Alors que ce n'est pas le cas. Ce que vous voyez là, c'est votre perception, c'est ce que vous percevez. Une scène nette, en couleur, avec un grand champ visuel, des personnages et puis plein d'éléments que vous pouvez discerner ici. C'est votre perception, ce ne sont pas vos données sensorielles. Vos données sensorielles à chaque instant pour cette image
c'est ça. C'est ce que vous voyez à droite. Et vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose qui est sacrément distordu, quelque chose qui est de bien moindre qualité que ce qu'on pourrait imaginer. Vous avez à gauche le fond d'œil qui correspond en fait à l'image de droite. Et vous voyez qu'il n'y a que la partie centrale de l'image qui est de bonne qualité, qui est bien résolue, qui est avec une bonne résolution, qui est en couleur. Et puis dès qu'on s'éloigne de la partie centrale, dès qu'on arrive sur le bord, là où c'est entouré en bleu, eh bien, vous vous rendez compte que c'est extrêmement flou. Et puis cette partie-là de l'image, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est ce que vous voyez en haut à droite, c'était rouge. Et on a complètement perdu la couleur. Puis vous voyez également que eh bien, une partie de l'information visuelle est manquante, c'est ce qui est entouré en rouge sur l'image. Ça correspond à la tache aveugle, à l'endroit où le nerf optique passe à travers la rétine. Et là, c'est même pas de mauvaise qualité, c'est juste qu'il manque des données sensorielles. Elles ne sont donc pas présentes. Donc, pour résumer, au centre de la rétine, on a une bonne qualité visuelle, et puis en périphérie, c'est un peu moins le cas. Donc pour reconstruire la perception, pour reconstruire l'image que vous avez à gauche, l'œil va pouvoir scanner l'image, va pouvoir prendre différentes zones de bonne qualité, mais l'œil ne scanne pas du tout l'image comme le ferait un scanner dans lequel vous mettez un document. Il ne va pas le scanner point par point. Il va aller de point d'intérêt à point d'intérêt. Ce que vous voyez à gauche, le chemin que fait l'œil, là où vont être dirigés le centre de la rétine. Et donc vous voyez que l'œil va plutôt s'accrocher à certains détails qui sont importants pour le cerveau, par exemple les visages, ici, du texte, comme vous voyez en haut, et puis certains éléments d'intérêt de l'image. Par contre, l'œil ne va pas du tout s'arrêter sur certains détails, comme par exemple la veste en cuir qui est tout à gauche de l'image, ou la tapisserie de fond, où l'œil ne s'y arrête pas. Ce qui fait que ces éléments-là sont de très mauvaise qualité, puisqu'ils sont toujours en périphérie du champ visuel. Ils vont donc être principalement reconstruits, comme on va le voir dans un instant. Donc ça, c'était pour les données sensorielles, mais qu'en est-il des attentes? Ou plutôt, qu'est-ce qu'un modèle interne qui produit une attente de qualité, si on voudrait être un peu plus précis? Qu'est-ce qu'une attente de qualité? Eh bien, je vais vous donner un petit exemple. Vous avez ici une image où on a un bel exemple d'environnement qui est de qualité particulièrement médiocre au niveau des données sensorielles. Vous voyez, il s'agit d'une route avec un peu de brume, de la forêt sur les côtés, au crépuscule. Donc, parfait pour avoir des données sensorielles de très mauvaise qualité. Et puis pour comprendre tout ça, on va faire un petit quiz. Vous voyez, il y a une petite lumière, des petites lumières ici. Et le petit quiz consiste à savoir de quoi s'agit-il. S'agit-il, réponse A, d'un arbre, réponse B, d'un vaisseau extraterrestre, réponse C, d'un véhicule qui arrive en face, les phares d'un véhicule qui arrive en face de nous, ou réponse D, d'un véhicule proche qui roule dans le même sens que nous et que l'on voit de dos. Eh bien, je vais vous mettre la réponse avec le petit film d'où est extrait cette image, et vous allez pouvoir juger par vous-même. Vous voyez, on roule sur une route enneigée avec un peu de brume. Vous discernez là la lumière, et il se trouve qu'il s'agissait de la lumière sur le côté d'un camion qui roulait dans le même sens que nous. La bonne réponse était donc la D. Et il y a fort à parier que vous n'avez pas choisi la réponse A. Et c'est plutôt une bonne idée, parce qu'en fait, un arbre, ça n'explique absolument pas le fait qu'il y ait une lumière sur cette image-là. Un arbre, c'est très probable, parce qu'il y avait une forêt aux alentours, mais à cet endroit-là, ça n'explique absolument pas le fait qu'il y ait une lumière. Un arbre, ça ne fait pas de lumière. S'agissait-il d'un vaisseau extraterrestre? C'est peu probable que vous ayez choisi cette option. Puisque, eh bien, même si un vaisseau extraterrestre, ça pourrait expliquer les lumières, eh bien, c'est très improbable a priori. Vous n'avez jamais croisé de vaisseau extraterrestre sur la route, fort heureusement, et donc, c'est peu probable que vous ayez choisi cette option. C'est un très bon choix. Les réponses C et D, pour le coup, elles, étaient très probables a priori et expliquaient très bien les données sensorielles. En fait, c'est très probable qu'il y ait un véhicule sur la route et les phares d'un véhicule expliquent très bien le fait qu'on voit des lumières. Les deux options étaient des attentes de qualité, dans le sens où elles étaient très probables a priori, elles étaient très vraisemblables, et en même temps, elles expliquent bien ce qu'on essaye de comprendre, ce qu'on essaye de voir dans l'image. Et j'aimerais souligner le fait que les deux attentes étaient de qualité, malgré le fait que l'une des deux était fausse. Okay, c'est ça qui est important de retenir. On a donc des données sensorielles avec une certaine qualité
des attentes avec une certaine qualité, et le juge, nos représentations internes, va comparer la qualité des données sensorielles à celle des attentes. Donc dans le cas où les attentes et les données sensorielles ne se rencontrent pas, où elles sont différentes, eh bien, dans ce cas de désaccord, si les données sensorielles sont de bien meilleure qualité que les attentes, comme vous le voyez sur cette jauge, dans ce cas, l'erreur de prédiction va être boostée, elle va être augmentée, elle va être dopée pour être très forte et donc corriger nos modèles internes. C'est le cas que je vous avais montré au cours 2 avec Gertrude, qui trouve une photo de Jean-Jean dans une position compromettante, dirons-nous. Et là, eh bien, même si Gertrude s'attendait à ce que Jean-Jean soit fidèle, et donc à ne pas rencontrer ce genre d'image, eh bien, le fait qu'il y ait une photo de très bonne qualité fait qu'elle va remettre en cause son modèle interne. Dans le cas inverse, dans le cas où eh bien, les données sensorielles et les attentes sont en désaccord, mais où les attentes sont de bien meilleure qualité que les données sensorielles, eh bien, dans ce cas-là, cet équilibre va tempérer l'erreur de prédiction et va faire que les modèles internes se maintiennent malgré le fait qu'il y ait des données sensorielles qui ne les valident pas. C'est ce qui se passe par exemple quand vous vous réveillez la nuit, vous avez soif, et puis au radar, vous allez jusqu'à la cuisine, sans lumière, jusqu'à appuyer sur l'interrupteur de la cuisine et vous servir un verre d'eau. Et bien dans cette expérience-là, le fait que vous puissiez aller de votre lit jusqu'à la cuisine et trouver l'interrupteur sans lumière, eh bien tout ça c'est possible parce que vous avez un modèle interne, une représentation de votre environnement. Et le fait que vos données sensorielles ne correspondent pas, que vous ne voyez pas l'encadrement de la porte, que vous ne voyez pas l'interrupteur, ça ne vous empêche pas de naviguer correctement dans votre environnement, de trouver l'interrupteur et d'appuyer dessus. Vous ne remettez pas en cause vos modèles internes juste parce que vous ne voyez pas l'encadrement de la porte ou vous ne voyez pas l'interrupteur. Vous pouvez donc conserver vos modèles internes en dépit du fait que vous ne voyez rien. C'est également le cas dans les hallucinations. Dans les hallucinations, la plupart des cas d'hallucination se passent dans des moments où nos données sensorielles sont de très mauvaise qualité. Par exemple, quand on a pris certaines drogues, quand on est malade, par exemple, quand on est très malade, ou dans des cas où, par exemple, il y a de la pénombre, dans les cas où on vient de se réveiller, ou on est en train de s'endormir. Voilà, des cas où les données sensorielles sont de mauvaise qualité. C'est dans ces cas-là où les attentes peuvent s'imposer et on perçoit des choses eh bien, qui ne sont pas dans l'environnement. Il y a également d'autres cas où les attentes peuvent s'imposer en dépit des données sensorielles. C'est le cas où on reconnaît une même personne malgré des données sensorielles différentes. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'un même acteur malgré le fait qu'il ait une apparence différente, par exemple parce qu'il a joué dans différents films. Ici, il s'agit d'un modèle interne de Benedict Cumberbatch. Et vous voyez que malgré le fait qu'il change de coupe de cheveux, malgré le fait qu'il change de pilosité faciale, eh bien, on reconnaît bien le même acteur. C'est ce qui se passe aussi quand vous reconnaissez un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qu'il a vieilli, qu'il a changé par exemple de coupe de cheveux, qu'il a pris un peu de poids, qu'il a des lunettes maintenant. Et par contre, vous le reconnaissez quand même. Votre modèle interne, vos attentes étaient tellement de bonne qualité que malgré les changements physiques, qui donnent donc de nouvelles données sensorielles, vous avez réussi à reconnaître une même personne. Donc dans le cas où votre modèle interne n'était pas d'assez bonne qualité, où vos attentes n'étaient pas d'assez bonne qualité, eh bien vous ne le reconnaissez pas, vous avez l'impression qu'il s'agit d'une nouvelle personne. Okay, donc c'est vraiment la qualité des modèles internes, la qualité des représentations internes qui va déterminer si on le reconnaît ou pas. Ok, donc dans les exemples que j'ai pris, j'ai fait comme s'il n'y avait qu'une seule attente, alors qu'en fait, la plupart du temps, eh bien, on a plusieurs attentes, on a plusieurs options, plusieurs opinions sur ce que devrait être un même phénomène, et il va falloir donc résoudre le conflit entre ces différentes attentes, les différentes hypothèses. C'était le cas, par exemple, pour l'image avec une vieille femme et une jeune femme, il y avait deux options, et on peut basculer de l'une à l'autre. Donc comment fait-on pour résoudre le conflit entre ces différentes attentes ? On passe à la troisième et dernière version de la question pour résoudre le problème de la perception. Et cette question, c'est, au vu des données sensorielles, laquelle des attentes est la plus crédible ? Et en fait, c'est une question qui est finalement assez intuitive. C'est la question qu'on se pose, par exemple, quand on lit un livre policier, qu'on a plusieurs suspects, et qu'à chaque nouvel indice, on évalue la crédibilité de chaque piste.
est-ce que c'est le suspect A ou le suspect B qui est le criminel? Et ces indices, eh bien, ça correspond aux données sensorielles. Donc, au vu des données sensorielles, laquelle des attentes est la plus crédible? Je vais vous montrer un petit film, un petit clip, pour vous illustrer ce phénomène-là. Donc, il s'agit d'un clip où vous voyez le visage d'un vieil homme, Hitchcock, qui regarde donc une mère et son enfant jouer ensemble. Et puis, il va y avoir un retour caméra sur le visage d'Hitchcock. Voilà, et vous voyez que le vieil homme se met à sourire. Ok, donc vous voyez le vieil homme sourire. Voilà, vous voyez son expression faciale. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement l'expression faciale de Hitchcock ici. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il ressent. Qui est ce vieil homme et qu'est-ce qui se dégage de ce visage? Eh bien, après avoir vu la séquence vidéo, vous pourrez avoir l'impression que ce vieil homme est attendri par ce qu'il vient de voir. Il est attendri par le fait de voir ce petit enfant qui joue avec sa mère. Ok. Donc je vais vous passer la même séquence de début et la même séquence de fin, mais en changeant la séquence intermédiaire. Donc toujours le même visage d'Hitchcock, une femme faiblement vêtue, et puis le même sourire du vieil homme. Et on a beau savoir qu'il s'agit du même sourire, avec la même expression faciale, le fait qu'il ait les mêmes yeux. Et pourtant, on ne voit plus du tout le même vieil homme. On voit un vieil homme qui vient de se rincer l'œil, un vieux dégueulasse, avec un sourire un peu lubrique, l'œil brillant. Et on n'a pas du tout la même attitude envers lui. Okay, le fait d'avoir vu la séquence avant, la séquence soit avec la mère qui joue avec son enfant, soit la séquence avec la femme faiblement vêtue, vont nous faire interpréter ce visage de façon totalement différente. C'est ce qu'on appelle en cinéma l'effet Kuleshov, utilisé pour montrer l'importance du montage au cinéma. Donc ça, c'est pour le cinéma, mais on va aller vers un exemple qui est un peu plus terre-à-terre, un exemple qui vient un peu plus dans la vie de tous les jours. Je vous laisse peut-être mettre en pause pour essayer de lire ce texte, et vous allez voir que vous le lisez sans aucun problème. Je laisse mettre la vidéo en pause. Donc si vous l'avez fait, vous voyez que vous arrivez très bien à lire. Selon une étude de l'université de Cambridge, l'ordre des lettres dans les mots n'a pas d'importance. La seule chose importante est que la première et la dernière soient à la bonne place. Le reste peut être dans un désordre total et vous pouvez toujours lire sans problème. C'est parce que le cerveau humain ne lit pas chaque lettre elle-même, mais le mot comme un tout. Donc vous voyez, je bute un peu sur certains mots, mais c'est pratiquement de la lecture aussi fluide qu'on peut le faire si toutes les lettres étaient dans le bon sens. Ça, c'est très pratique à faire au jour le jour, parce que quand on lit, par exemple, c'est plus rare aujourd'hui, mais des lettres manuscrites, dans lesquelles il peut y avoir des fautes d'orthographe ou des graphies assez étonnantes, eh bien, c'est important de pouvoir déchiffrer ce que l'auteur a voulu transmettre, et pas juste ce qui est écrit. Dans ce cas où les données sensorielles sont de très mauvaise qualité, sont très peu fiables, eh bien nos modèles internes vont venir à la rescousse pour résoudre le problème. Donc revenons à notre schéma classique des processus prédictifs. Ce qui est capté, eh bien, c'est le mot « es-tu », les lettres que vous voyez en bas. Et donc les jauges que j'ai présentées ici, que j'ai mises ici, ce sont des jauges de qualité. Donc la qualité des modèles internes, la qualité des attentes, et en bas, la qualité des données sensorielles. Et vous voyez que, eh bien, a priori, le mot « étude » est beaucoup plus probable, et donc c'est celui qui va être sélectionné dans ce cas-là. On a deux hypothèses. Soit il s'agit d'un nouveau mot, le mot « es-tu », que je ne connais pas, dont je ne connais pas la définition, que je n'ai jamais vu, mais on pourrait se dire que c'est peut-être un mot qui existe, mais que je ne connais pas, c'est très peu probable. Ou le mot « étude » qui, lui, est très bien connu et très probable dans ce contexte-là. Et puis malgré le fait qu'il ne corresponde pas aux données sensorielles, il va quand même s'imposer, c'est quand même le mot « étude » qu'on va lire et non pas le mot « es-tu ». Donc ça, c'est ce qui se passe à un seul niveau de la hiérarchie, mais rappelez-vous que, eh bien, on se situe dans une hiérarchie perceptuelle, et même si le modèle interne s'impose en dépit des données sensorielles, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs niveaux. Vous vous rappelez sans doute au cours 2 le fait qu'on avait vu l'exemple du mot « actuellement » écrit en cursif, et je vous avais dit de façon assez simplifiée que ce mot-là va être décrypté lettre par un certain modèle interne de lettres, une certaine représentation de lettres, qui va déchiffrer successivement les lettres ACT, UELMNT, et puis cette séquence de lettres qui va revenir va pouvoir former le mot « actuellement » avec
son sens qui veut dire dans les circonstances actuelles, à l'heure actuelle. Et ça, c'était qu'une partie de l'histoire, parce qu'en fait, ce qui se passe également dans ce cas-là, c'est que après avoir vu les premières lettres du mot actuellement, eh bien, après avoir déchiffré la lettre A, par exemple, la lettre C, la lettre T, eh bien, le mot actuellement devient beaucoup plus probable. On sait en tout cas que ça ne va pas être le mot voiture, par exemple, qui ne commence pas par ACT. Donc le mot actuellement devient plus probable, et le mot actuellement va servir d'objectif, va servir de guide pour déchiffrer les lettres suivantes. Parce que ce que je vous ai raconté dans le cours 2, ça ne prend pas en compte le fait que dans les boîtes que j'ai encadrées ici dans le mot actuellement écrit en cursif, en bas, dans les données sensorielles, on peut y déchiffrer des lettres très différentes de celles que j'ai mises au-dessus. Par exemple, dans la première boîte, n'hésitez pas à mettre en pause s'il vous faut du temps pour voir ça, mais on peut voir les lettres TU ou les lettres HI. Dans la deuxième boîte, on peut voir les lettres L, L, ou on peut voir la lettre U, qui n'a rien à faire là. Et puis dans la dernière boîte, on peut voir soit la lettre M, soit la lettre N. Et pourtant, ce n'est pas le mot HIE non que l'on voit, mais bien le mot actuellement. Okay, le modèle interne de mots vient guider la perception des lettres et qui va donc faire un mouvement top-down, un mouvement descendant pour contraindre le décodage des lettres. Donc on a donc les deux mouvements qui vont se combiner dans une hiérarchie perceptuelle. Donc ce qu'on vient de voir là, c'est vraiment le modèle intégré de la théorie des processus prédictifs et également le mécanisme qui va équilibrer les deux processus top-down et bottom-up. On va donc maintenant passer au fameux modèle de l'hypnotisme parce que c'est ce qui nous intéresse le plus en tant que praticien en hypnose. Et donc, pour cette partie-là, plutôt que de le lancer dans de la théorie, je vous propose donc 4 cas pratiques, 4 techniques d'hypnose, 4 techniques d'hypnotisme décrites à travers la théorie des processus prédictifs. Vous allez voir, certains ont déjà été vus dans les cours précédents, donc vous êtes en terrain connu. Commençons par la première technique, qui est la technique d'induction d'état modifié de conscience. La bonne vieille technique d'induction, qu'on a vu au cours 2. Ce qu'on a vu au cours 2, c'est qu'il y a tout un tas de techniques, de savoir-faire dans nos métiers, qu'on appelle induction, et qui viennent créer des données sensorielles particulières. Par exemple, l'induction par contraction-décontraction vient créer de la fatigue musculaire. Ce sont des données sensorielles particulières. Et ces données sensorielles vont être interprétées, vont rejoindre les attentes pour influencer nos modèles internes. Et ça, par exemple, être interprété selon le modèle interne « mon bras bouge tout seul ». Un modèle interne de mouvement automatique, de mouvement spontané et involontaire. Et donc, il existe tout un tas de techniques d'induction qui dépendent de différentes écoles d'hypnose, différentes écoles avec différentes applications. Par exemple, on n'a pas les mêmes inductions dans l'hypnose de spectacle et dans certaines hypnoses d'accompagnement. Et dans différents courants d'hypnose d'accompagnement, on a des inductions assez différentes. Le point commun de tout ça, c'est qu'elles viennent créer des données sensorielles particulières. Le problème de l'induction seule, de l'induction sans suggestion, c'est que les données sensorielles, on ne sait pas comment elles vont être interprétées. Elles peuvent être très bien interprétées dans ce cas-là comme un mouvement involontaire, un mouvement automatique, mais elles peuvent très bien être interprétées comme de la détente, ce qui ne va pas forcément nous arranger pour créer notre phénomène d'hypnose. Donc ça, c'est un peu une limitation de l'induction seule. C'est pour ça qu'on utilise généralement l'induction en combinaison avec la deuxième technique que je vais vous présenter ici, qui est la suggestion d'état modifié de conscience. L'effet des suggestions, c'est de venir augmenter la qualité de certains modèles internes, de certaines attentes. Par exemple, si je dis « les sensations de la main disparaissent maintenant », le sujet hypnotisé va augmenter la vraisemblance de son attente « je ne sens plus ma main ». Et donc, potentiellement, cette suggestion va être implémentée parce que l'attente va être plus grande. Par contre, si dans la main, par exemple dans la main droite où j'ai suggéré de l'anesthésie, il y a une douleur aiguë, la douleur aiguë va être très forte et va donc être de très bonne qualité. Comme vous le voyez en bas, la jauge verte est très remplie, les données sensorielles sont de très bonne qualité, et donc la suggestion ne va pas tenir. Ce qui va être perçu, c'est donc une douleur aiguë et non pas de l'anesthésie. Et donc c'est un cas où la suggestion peut tomber à plat. Le fait de suggérer quelque chose ne garantit pas ni que la suggestion passe, ni qu'elle tienne dans le temps.
Alors, troisième technique dont on n'a pas trop parlé depuis le début de cette série de cours, mais qui est extrêmement importante, qui est au cœur de nos techniques de l'hypnose, c'est manipuler l'attention. Manipuler l'attention, ce qu'on entend généralement sous différentes techniques, par exemple les techniques de ratification ou les techniques de distraction, comme on peut le voir dans les fameuses boucles de Yes Set ou dans les boucles de confusion. Ce qu'il y a à retenir de l'attention, c'est que c'est une ressource finie. C'est une ressource finie. Si par exemple je prête à la fois attention à ma main droite, à ma main gauche et à ma tête, eh bien je vais avoir un peu attention aux trois. Si pour le coup je prête attention uniquement aux mains, vous voyez, les données sensorielles deviennent de meilleure qualité, j'y prête plus attention donc elles sont de meilleure qualité, mais par contre j'ai moins attention à ce qui se passe dans la tête. La qualité des données sensorielles hors attention va chuter. Et puis si je me focalise uniquement sur la main gauche, eh bien, le reste du corps va tomber un peu plus dans l'ombre, les données sensorielles vont être de moins bonne qualité, et ce qui est au centre de mon attention, c'est-à-dire la main gauche, va avoir des données sensorielles de très bonne qualité, c'est-à-dire que je vais percevoir même des choses qui n'étaient pas perceptibles avant, simplement parce que je n'y prêtais pas attention. Ce qu'il faut retenir de l'attention, c'est que c'est un peu comme une loupe. C'est-à-dire que ce qui est au centre de l'attention va être grossi, va prendre plus d'importance, mais ce qui est à l'extérieur de la loupe va être ignoré, va être mis de côté. Et donc, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure avec l'anesthésie, est-ce que vous pensez qu'il va falloir réduire l'attention sur la main où on va suggérer de l'anesthésie, ou est-ce qu'il va falloir y prêter plus attention? Eh bien, la réponse est assez simple. Si vous y prêtez attention, vous allez avoir des données sensorielles de bonne qualité, donc vous n'allez absolument pas pouvoir créer de l'anesthésie dans la main. Donc, dans ce cas-là, ce qui est très intéressant de faire, c'est distraire la personne, par exemple lui faire prêter attention à une autre partie de son corps avant de suggérer de l'anesthésie. Généralement, pour les techniques d'induction, on va essayer de ratifier les résultats de l'induction pour en tirer le meilleur parti, pour avoir des données sensorielles de très bonne qualité que l'on va pouvoir utiliser pour créer le fameux état d'hypnose. Ce qui nous fait une transition absolument parfaite pour la quatrième technique qui est identifier l'expérience de la personne comme étant de l'hypnose, mettre l'étiquette hypnose sur ce que vit la personne. Alors j'ai une petite anecdote évidemment fictive pour vous donner un peu l'intuition derrière cette technique. Imaginez vous êtes un jeune praticien, vous avez un client qui vient et vous êtes un peu empressé de faire de l'hypnose. Alors dès le début de la séance, vous foncez tout droit vers vos techniques d'hypnose et vous déployez la grande panoplie, le grand jeu. Vous lui faites une bascule arrière, de la transe partielle avec des catalepsies dans tous les sens, des mouvements idéomoteurs, quelque chose de très actif. La personne a les yeux ouverts pendant toute la séance, c'est quelque chose de très intense. Vous êtes fier de vous, vous arrivez à la fin de la séance. Le client est très content, il fait « Ah, c'est vraiment super bien ce que vous avez fait, mais j'ai juste une question, est-ce que la prochaine fois, on pourrait faire de l'hypnose ?» Et là, vous, en tant que praticien, eh bien, vous tombez du 4e étage, vous ramassez vos dents tant bien que mal, et vous vous demandez « Qu'est-ce que j'ai bien pu louper dans ma séance d'hypnose ?» Eh bien, ce que vous avez peut-être loupé en tant que praticien, c'est le fait que l'hypnotisé avait certaines attentes par rapport à ce qu'est l'hypnose. Peut-être que cette personne-là, ce client-là, avait l'attente que l'hypnose, c'est un état de passivité, un état de détente. Okay, ce que vous arrangez pas du tout, et en plus, ce n'est pas du tout ce que vous lui avez donné. Donc il n'a pas identifié son expérience comme étant de l'hypnose. Ok, sauf que en tant qu'hypnotiseur, on va pouvoir utiliser nos suggestions, des suggestions particulières pour identifier l'expérience comme étant de l'hypnose, pour définir l'hypnose. Par exemple, dans nos discours pré-hypnotiques, on va pouvoir dire, vous savez, eh bien, avant on pensait que l'hypnose c'était du sommeil, que c'était un état de passivité, mais aujourd'hui au XXIe siècle, voilà, on sait très bien que l'hypnose n'est pas de la passivité, que l'hypnose c'est un état plutôt actif, plutôt cool, plutôt sympathique, dans lequel il y a une grande présence, un grand éveil, dans lequel la créativité est décuplée, dans lequel vous allez voir les idées fusent dans votre tête. Et puis, c'est un état dans lequel vous allez être plus spontané, dans lequel il y a une légère perte de contrôle, et vous allez voir, ça va vous aider à trouver de nouvelles solutions. C'est des choses qu'on peut dire, par exemple, dans un pré-talk, dans un discours pré-hypnotique, mais c'est également quelque chose qu'on peut utiliser, identifier l'expérience comme hypnose, lorsque l'on fait l'induction. On va pouvoir identifier l'expérience comme hypnose au cours de l'induction. C'est ce qui se passe, par exemple, quand vous faites une induction classique, par exemple une spirale sensorielle, et puis au bout d'un moment, vous demandez à la personne « Qu'est-ce qui se passe pour vous ?» Et la personne vous répond « Je ne sais pas très bien, mais je me sens un peu flotté, et puis mon imagination est quand même vachement plus concrète, comme si elle se présentait spontanément à moi. » Vous faites
Ah, très bien, comme si vous étiez un peu flottant et comme si votre imagination se présentait plus spontanément à vous. Eh bien ça, vous savez, c'est le début d'un état d'hypnose. Et en faisant ça, vous venez de raccrocher les wagons, la personne se dit « Oh mon Dieu, je suis en train de rentrer dans un état d'hypnose ». Et l'intérêt de ça, l'intérêt d'identifier l'expérience comme étant de l'hypnose, que ce soit au niveau du discours pré-hypnotique ou pendant l'induction, eh bien ça fait que tout ce que la personne accroche au mot hypnose, elle va le déclencher spontanément. C'est ce que vous pouvez voir par exemple quand vous ne suggérez pas par exemple de la détente à la personne et que malgré tout, le fait qu'elle voit, qu'elle identifie son expérience comme hypnose, elle va fermer les yeux, elle va se détendre et elle va être dans quelque chose de calme. Voilà. Sans suggérer du calme, le fait que la personne se représente l'hypnose comme étant de la détente, elle va se détendre. Mais plus intéressant, si elle se représente l'hypnose comme quelque chose qui crée du changement, quelque chose qui crée une plus grande suggestibilité, quelque chose qui va lui permettre de mieux implémenter les suggestions et de changer sa vie, là, c'est très important en fait de déclencher le fait que la personne identifie son expérience comme hypnose. Donc voilà pourquoi cette technique est particulièrement importante. On a donc vu 4 techniques d'hypnose et il faut bien se rappeler que ces techniques, elles prennent place dans une hiérarchie perceptuelle. Vous vous souvenez? Et on peut ajuster nos interventions à cette hiérarchie. Imaginez le cas suivant. J'ai mon bras qui est détendu, et puis plus haut dans la hiérarchie, je perçois mon bras comme étant immobile. Normal, vu qu'il est détendu, il est posé sur ma jambe, il est donc immobile. Puis plus haut dans la hiérarchie, je perçois que je contrôle mon corps, pardon. Je perçois que je contrôle mon corps, vu que je n'ai pas demandé à mon bras de bouger, il ne bouge pas, il est détendu, tout est cohérent. Ok? Imaginons qu'un hypnotiseur sauvage débarque. L'hypnotiseur sauvage débarque et il suggère que le bras s'élève maintenant. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il a beau suggérer que le bras s'élève maintenant, si cette hiérarchie perceptuelle reçoit cette suggestion-là, eh bien, elle va se défendre quelque part, elle va réagir. Le haut de la hiérarchie va contraindre par les attentes que le bras reste immobile et les données sensorielles qui viennent des niveaux les plus bas vont contraindre également le bras à rester immobile. Quelque part, nul ne peut bafouer la hiérarchie perceptuelle. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Donc retenez bien ça, quand on attaque la hiérarchie perceptuelle, elle se défend, elle contre-attaque, et donc la suggestion ne va pas prendre. J'espère que cette petite blague vous aura marqué et que vous prendrez donc bien le temps la prochaine fois de faire comme Tonton Erickson, c'est-à-dire de préparer vos phénomènes hypnotiques. C'est ce qu'on apprend dans toutes les bonnes formations d'hypnose. On ne suggère pas tout et n'importe quoi, on prépare nos suggestions hypnotiques. Alors on va les préparer de plein de façons différentes. Par exemple, ce que ferait Tonton Erickson dans ce cas-là, eh bien il commencerait avec une métaphore ou avec un peu de rhétorique en disant « Vous savez, on a souvent l'impression de contrôler notre corps. Mais en fait, c'est pas le cas. En fait, le cœur bat tout seul. Le cœur a ses mouvements qui sont complètement contrôlés par lui-même. Puis on peut contrôler notre respiration, mais la respiration se contrôle souvent toute seule. Souvent on respire et on n'en a pas conscience. Puis même quand on se déplace, quand on marche, on choisit l'endroit où on veut arriver, mais on ne choisit pas les mouvements exacts des jambes qui font les pas les uns après les autres. Et puis peut-être qu'en tant qu'hypnotiseur, on fait oui, c'est tout à fait correct, en fait, mon corps se contrôle quand même tout seul la plupart du temps. Et puis en faisant ça, il va pouvoir peut-être modifier le haut de la hiérarchie, et avec d'autres techniques, peut-être de l'évocation, peut-être des premiers phénomènes hypnotiques plutôt de préparation, il va influencer le bas de la hiérarchie pour créer par exemple de la légèreté dans le bras et créer une certaine agitation, une certaine énergie dans le bras. Et une fois qu'il a fait ça, une fois qu'il a modifié des endroits qui étaient accessibles, le haut de la hiérarchie, le bas de la hiérarchie, il va pouvoir activer sa suggestion avec sa formule magique. Wingardium Leviosa. Et une fois qu'il active sa suggestion, eh bien, le bras se lève parce que tout était prêt pour que le bras se lève. D'ailleurs, en fait, la plupart du temps, même si on a bien préparé un phénomène hypnotique, eh bien, il y a bien des fois où le phénomène hypnotique se déclenche spontanément, simplement parce qu'il était prêt. C'est pour ça que préparer un phénomène hypnotique permet d'avoir beaucoup plus de succès. Donc, résumons tout ça à travers un modèle intégratif de ce qu'on fait dans la pratique de l'hypnose, ce qu'on fait dans l'hypnotisme.
deux personnes, un hypnotiseur, un hypnotisé. L'hypnotiseur utilise 3 classes de techniques, des suggestions d'état modifié de conscience, le fait de définir ce qu'est l'hypnose et de l'attribuer à l'expérience du participant, puis une 3e classe qui contient les inducteurs et la manipulation de l'attention. Et puis du côté hypnotisé, nous avons ses modèles internes, ses représentations internes, puis sa physiologie. Et on a vu très bien que les modèles internes anticipent et pilotent la physiologie, et que la physiologie, les données sensorielles, viennent valider ou corriger les modèles internes. À partir de là, à partir de cette boucle qui se renforce, on va pouvoir utiliser nos suggestions d'état modifié de conscience, nos inductions d'état modifié de conscience, et venir déplacer cette boucle pour que l'hypnotisé arrive sur l'expérience que l'on veut lui faire vivre. Et puis ça ne s'arrête pas là, l'hypnotisé ne fait pas juste vivre une expérience, il vit une expérience et il en a une certaine représentation. Il identifie l'expérience comme étant quelque chose de particulier. Et cette représentation-là va également guider ses attentes, va guider ses modèles internes. Si l'hypnotisé s'attend à vivre une expérience de méditation ou une expérience d'hypnose, il ne va pas avoir les mêmes attentes. Et c'est encore des attentes différentes s'il va faire du chamanisme, par exemple. Même si les techniques de suggestion et d'état modifié de conscience peuvent être parfois assez similaires. Et donc, les techniques de définition et d'attribution du concept hypnose vont pouvoir piloter ces représentations-là. Voilà donc pour l'hypnotisme, pour la pratique de l'hypnose. On va maintenant voir quelques applications pour l'accompagnement et j'espère qu'elles vont vous plaire. Là encore, on va voir 4 techniques d'accompagnement qui sont décrites à travers la théorie des processus prédictifs. Et si ça vous rappelle la liste que l'on vient de voir, c'est peut-être pas complètement un hasard. Alors commençons par l'apprentissage expérientiel, l'apprentissage à travers l'expérience. C'est quelque chose qu'on a vu dans le cours 3, je vous rappelle le cas, un client qui vient parce qu'il a du mal à prendre la parole en public. Il a une intervention dans pas longtemps et il se sent un peu nul, il sent que dès qu'il prend la parole en public, il perd ses moyens et ça ne lui va pas du tout. Eh bien, ce que vous avez proposé Cyril dans le cours 3, c'est de lui faire imaginer qu'il vit un discours prononcé par Barack Obama, il est Barack Obama à travers l'imagination. Puis pas n'importe quel Barack Obama en costume de Superman quand même. Et le fait de créer des données sensorielles à travers l'imagination, eh bien ça va rectifier les modèles internes, ce qui fait qu'il apprend une nouvelle façon d'être. Il apprend une nouvelle façon d'être lorsqu'il fait une prise de parole en public. Une prise de parole en public qui va être du coup beaucoup plus satisfaisante et dans laquelle il va être beaucoup plus confiant. Si ça vous rappelle ce qu'on a vu sur l'induction, ce n'est pas complètement un hasard. Deuxième technique, suggérer un changement. Et pour changer ici, imaginons le même client qui a du mal à prendre la parole en public, lorsqu'il pense à sa prochaine intervention, il se dit « Ah, je vais perdre mes moyens, et en plus, j'ai relativement confiance dans le fait que je vais perdre mes moyens. » Il y a une grosse attente là-dessus. Et plutôt que d'aller voir un hypnotiseur, disons qu'il va voir un voyant, pour changer un petit peu. Ce voyant lui dit « Mon don extra-lucide me permet de voir que vous aurez parfaitement confiance en vous la prochaine fois que vous parlerez en public. » Et comme ce client-là a une bonne confiance dans ce voyant, eh bien, il va rééquilibrer la vraisemblance de ses modèles internes et il va avoir l'attente que la prochaine fois, il sera calme et confiant quand il va prendre la parole en public. Mais comme tout à l'heure pour la suggestion d'état modifié de conscience, pour ces suggestions de changement, eh bien, si les données sensorielles contredisent les modèles internes, si elles contredisent les attentes, le changement va simplement s'effondrer, tomber à plat. Okay ? Par contre, pour tout un tas de situations, pour tout un tas de cas, le fait d'arriver avec des attentes positives va complètement changer l'expérience. En fait, dans plein de cas, les données sensorielles sont relativement neutres et le fait d'arriver avec des attentes positives vont permettre d'avoir une perception très différente de la situation, par exemple, une perception où on est calme et confiant lors de la prise en parole en public. Troisième technique, nuancée, adapter. Adapter quoi? Les modèles internes. Ça peut peut-être vous rappeler ce qu'on a vu avec l'attention. Imaginez un client qui vient pour une thématique qui est de longue date, une thématique qui est bien enquistée, qui est bien ancrée dans la personne. Par exemple, une personne qui vient et qui vous dit « J'ai un gros problème, ça fait des années, je vois le monde en noir, je pense que le monde c'est de la merde, il n'y a rien à faire. » Et vous dites « Ok, ça a l'air d'y poser problème, elle vient pour ça. » Vous lui posez quelques questions et vous dites « Ok,
comment vous savez en fait que le monde c'est de la merde? Et putain, quand je vois le journal télévisé, je vois qu'il y a de la souffrance partout. Puis quand je marche dans la rue, je vois qu'il y a plein de mendiants, il y a de la pauvreté, c'est horrible. Et puis en même temps, il y a sans arrêt des conflits avec le voisinage, la copropriété, c'est sans fin. Et puis je pense tous les jours à cet ami qui m'a trahi il y a 20 ans, et c'est terrible. Et donc vous écoutez avec bienveillance cette personne qui vous dit que le monde c'est de la merde. Et vous voyez qu'elle a tendance à focaliser quand même sur certains éléments de son quotidien, voire des éléments qui sont passés il y a quand même 20 ans, et qui sont quand même toujours présents, sur lesquels elle fait un gros focus. Un peu comme si elle mettait une loupe sur ces éléments-là, et qu'elle ne voyait pas tout ce qui se passe à côté, qui pourtant se passe dans sa vie quotidienne. Par exemple, si vous lui posez quelques questions anodines sur « Ok, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie quotidienne? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites au jour le jour ?» Peut-être que vous direz « Ah, bah en fait, tous les matins, j'ai mon petit plaisir coupable, je prends mon café avec un petit croissant chaud et j'adore ça. C'est absolument génial. J'adore le goût du croissant, c'est fantastique. Et puis j'adore aussi passer du temps avec mes amis, à discuter, à refaire le monde et à boire des coups avec eux. On s'amuse bien, on est une belle bande de potes. Et puis peut-être que cette personne-là, elle a aussi une passion pour le cinéma. Peut-être qu'elle va voir tous les nouveaux films et qu'ils soient bons ou pas bons, en fait, elle en tire un certain plaisir. Elle a peut-être un œil critique de cinéma et puis elle en discute aussi avec ses amis. Et puis elle a des analyses qui sont généralement assez satisfaisantes, ce qui fait qu'elle en tire beaucoup de plaisir. Eh bien, peut-être qu'en lui réorientant son attention sur toutes ces parties-là, qui sont aussi parties de sa vie, ça va nuancer sa perception, en tout cas ça va réorienter son attention pour qu'elle prête attention également à ce qui ne va pas et puis à ce qui va, et ça va peut-être adapter son modèle interne, peut-être pas supprimer le fait que le monde c'est de la merde, parce qu'effectivement il y a des choses qui se passent dans le monde qui vont dans le sens de ce modèle interne, mais ça va le nuancer, ça va le rééquilibrer. Ok, une application de l'utilisation de l'attention. Et puis, dernière technique, une technique qui est au cœur de ce qu'on fait dans nos accompagnements hypnotiques, en tout cas ici à l'Arche, une des techniques phares que l'on transmet, qui est le recadrage et la réorientation de narration personnelle. Donc je vais vous donner un petit exemple un peu caricatural, mais qui va tracer à grands traits ce que je veux dire par là. Imaginez un couple qui vient vous voir et qui vous dit tout va bien dans notre vie, sauf que notre fils, Billy, est un petit monstre. Billy est un petit monstre parce qu'il est turbulent, il est distrait, et puis il tape sur ses camarades, c'est quand même un peu problématique, et puis il n'a pas d'amis. Et donc, il vous amène Billy pour essayer de faire que ça change. Et quand vous discutez avec eux, vous voyez que le plus grand problème, c'est quand même la violence. Le fait qu'il tape ses camarades, c'est ce qui pose le plus de problèmes actuellement. Alors vous discutez avec Billy, vous lui dites « Billy, mais comment est-ce que tu te perçois? Comment est-ce que tu te sens ?» Eh bien, Billy va vous dire ce qu'il a entendu de la part de ses parents, ce qu'il a entendu de la part de ses professeurs et ce qu'il a entendu de la part de ses petits camarades, le fait qu'il se perçoit comme un petit monstre. Et quand vous lui posez la question de savoir comment il sait qu'il se perçoit comme un petit monstre, eh bien, il va vous dire avec ses mots à lui le fait qu'il est turbulent, distrait, violent et seul, ce qu'il a entendu de la part de ses parents, de ses professeurs et de ses petits camarades. L'avantage, c'est que nous sommes un hypnotiseur facétieux et nous avons à notre disposition tout un tas de suggestions que l'on va pouvoir utiliser pour recadrer ces différents éléments. Peut-être que vous allez poser quelques questions à Billy et vous allez vous rendre compte que la façon dont il est turbulent peut tout à fait être comprise comme le fait qu'il est débordant d'énergie, le fait que c'est un enfant qui est très vif en fait. Et peut-être que vous allez lui dire « Mais en fait Billy, tu as un petit enfant qui déborde d'énergie, c'est très bien en fait de déborder d'énergie. En fait, il faut juste apprendre à la canaliser, à l'utiliser. Mais en fait, il vaut mieux déborder d'énergie quand on est enfant plutôt qu'être complètement recroquevillé sur soi-même et éteint. » Et vous allez recadrer donc le fait qu'il est turbulent en débordant d'énergie. Vous allez pouvoir faire la même chose, par exemple, avec la distraction, et puis le recadrer comme quelque chose qui est de la curiosité. Peut-être qu'en lui posant des questions, vous vous rendez compte que, quand il est en cours, quand il est à l'école, quand le professeur parle de quelque chose, ça l'intéresse beaucoup. Et il commence à réfléchir à ce qui vient d'être dit. Il part dans son imagination et il se pose plein de questions. Et quand il revient, le cours a été déroulé et il est complètement perdu. Et en fait, le mécanisme qui est à la racine, c'est de la curiosité. Et vous allez peut-être pouvoir le recadrer de façon positive comme ça.
Peut-être que la violence, eh bien, vous n'allez pas forcément le recadrer. Peut-être que c'est la demande à la fois de l'enfant, mais peut-être aussi des parents, peut-être de l'école, peut-être de la culture dans laquelle on se trouve, qu'il ne faut pas être violent avec ses camarades, et du coup, on va essayer de l'éteindre. Donc on ne va peut-être pas le recadrer de façon positive dans ce cas-là. Le fait qu'il est seul, on va peut-être se rendre compte en lui posant des questions qu'il a développé une grande autonomie, du fait qu'il n'a pas forcément beaucoup d'amis. Ok ? Donc recadrer de façon positive, ça nous permettre d'aligner tout un tas de qualités chez Billy, puis des qualités qui ne sont pas reliées au fait que c'est un petit monstre, par exemple le fait qu'il est persévérant, et ça c'était complètement en dehors du radar, c'était pas dit au début, mais avec vos questions, vous avez peut-être vu que Billy joue à certains jeux vidéo qui sont quand même assez compliqués pour son âge. Et puis malgré le fait qu'il échoue de façon répétée, il s'accroche et finit par y arriver. Vous dites, mais c'est très intéressant ça. En fait, Billy est plutôt persévérant. Il arrive à s'accrocher là où d'autres auraient lâché l'affaire. Et puis vous alignez donc ses qualités, le fait qu'il est débordant d'énergie, qu'il est vif, qu'il est curieux, qu'il est autonome, qu'il est persévérant. Remarquez que j'ai omis le fait qu'il est violent dans cette liste-là. Et peut-être que vous regardez Billy et vous dites, mais en fait ce sont des qualités très bien pour être un petit aventurier en herbe. Est-ce que quelque part, Billy, tu ne serais pas un petit aventurier en herbe? Et peut-être qu'il va se reconnaître dans cette étiquette-là, qu'il va se reconnaître dans ce recadrage-là. Peut-être qu'il va même le proposer par lui-même. Et l'avantage de changer de « je suis un petit monstre » à « je suis un aventurier en herbe », eh bien, ça va permettre d'amorcer du changement. Pourquoi? Eh bien, peut-être que Billy a l'idée qu'un aventurier, c'est pas quelqu'un de violent. Peut-être qu'un aventurier, c'est quelqu'un qui aide les gens, quelqu'un de doux, et quelqu'un qui ne va pas taper ses petits camarades. Ok? Et dans ce cas-là, eh bien, on a peut-être créé du changement, on a peut-être facilité du changement. En tout cas, dans le pire des cas, on a au moins créé une bonne relation de départ qui va nous permettre de trouver des comportements de remplacement, des comportements qui fait qu'il va pouvoir recourir à d'autres solutions que de la violence dans son quotidien. Ok ? Je voudrais quand même souligner le fait que recadrer le fait qu'il est turbulent en débordant d'énergie et le fait qu'il est distrait en curieux ne va pas forcément résoudre ces problèmes d'attention ou ces problèmes de surénergie. Par exemple, si cet enfant a un trouble de l'attention avec hyperactivité, c'est peut-être pas le fait de le recadrer qui va complètement résoudre le problème, c'est peut-être quelque chose qui va l'aider. Et c'est toujours bien, en fait, dans ces cas-là, de travailler avec plusieurs professionnels qui sont spécialisés dans les différents champs d'application qui peuvent toucher nos clients. Voilà pour la petite précaution ici. 4 techniques d'accompagnement. Évidemment, les techniques d'accompagnement, il y en a une multitude, il y en a une grande diversité. Là, je vous en ai sélectionné particulièrement 4 pour leur similarité avec ce qu'on a présenté tout à l'heure sur les techniques hypnotiques. Alors, rappelez-vous que ces techniques-là, elles ciblent une hiérarchie perceptuelle, comme tout à l'heure, et on va pouvoir adapter ces techniques-là à cette fameuse hiérarchie. Par exemple, imaginez un client qui vienne et qui ne se sent pas à l'aise avec autrui, dans le rapport avec autrui. Et il vient pour une thématique qui est le fait qu'il ne fasse pas confiance aux gens. Il a du mal à faire confiance aux gens. Et c'est ça qui lui pose problème, c'est avec ça qu'il vient. Et puis, quand vous questionnez à plus haut niveau, on se rend compte qu'en fait, s'il ne fait pas confiance aux gens, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il a la perception que les gens en fait abusent de la confiance qu'on leur donne. Une sorte de croyance très tenace qui va contaminer toute la hiérarchie cognitive. Et vous voyez que c'est plutôt de bon sens, il ne fait pas confiance aux gens, effectivement dans le rapport, il ne se sent pas à l'aise avec autrui, et il a l'impression que si on fait confiance aux gens, ils en abusent. Et imaginez qu'il croise un ami, qui lui parle de ses problèmes, et le bon ami va lui donner un bon conseil d'ami, il va lui dire « Ah, mais fais confiance aux gens, tu verras, ça ira mieux, ça résout tous tes problèmes. Moi, je fais confiance aux gens, ça marche à tous les coups. C'est un truc qui marche très, très bien. » Eh bien, même si c'est dit avec beaucoup d'aplomb et beaucoup d'assurance, rappelez-vous, quand on attaque la hiérarchie cognitive, la hiérarchie contre-attaque, ce qui laisse cet ami dans le désarroi. Tiens, pourquoi mon ami ne change pas? Et maintenant, vous savez pourquoi il ne change pas et vous savez également quoi faire pour l'aider à changer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On est donc à la 4e vidéo d'hypnologie sur les processus prédictifs. La prochaine fois, ce sera la 5e et dernière vidéo de conclusion de ce module de cours. Je vous laisse avec la bibliographie et j'espère que cette vidéo vous aura plu.